était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'ils voudraient nous baie. Je crois qu'ils voudraient... Est né à Amiens, en Picardie, le 21 décembre 1977. Son père, Jean-Michel Macron, est professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de la ville. Tandis que sa mère, Françoise Noguès, est médecin conseil à la sécurité sociale. Ce couple de médecins a eu 4 enfants. D'abord, une petite fille, tragiquement décédée à la naissance, puis Emmanuel en 1977, Laurent en 1979, qui a suivi la voie des parents puisqu'il est aujourd'hui radiologue, et Estelle en 1982 qui a suivi elle aussi la voie des parents puisqu'elle est néphrologue. C'est à Amiens que grandit le jeune Emmanuel, et de la 6e à la 1re, il est scolarisé à la Providence. Un établissement privé, catholique, fondé par la congrégation des Jésuites. Il vit alors une enfance plutôt heureuse, donc au lycée de la Providence jusqu'à son année de 1re en 1994, et c'est cette année-là qu'il participe au concours général de français. Il terminera ses études secondaires à Paris, au sein du prestigieux lycée Henri IV, mais n'allons pas trop vite en besogne, car comme vous le savez sûrement, c'est pendant ces années lycée qu'Emmanuel Macron fera une rencontre fondamentale. Jeune Emmanuel est un élève particulier, différent des autres, qui n'a pas peur de discuter avec les adultes et d'entretenir des relations personnelles avec eux. En 1993, alors qu'il est en classe de seconde, il s'inscrit à l'atelier théâtre de son lycée, et la professeure chargée de l'animation de cet atelier s'appelle Brigitte Ozière, née Brigitte Trogneux par ailleurs, professeure de français. Le lycéen est séduit par la professeure, et il semblerait que ça soit un peu réciproque. Mais elle ne se résout pas à entamer une relation avec un lycéen, de 24 ans plus jeune qu'elle, d'autant plus que, elle est mariée quoi. Mais le jeune Macron est déterminé et il parvient à séduire sa professeure, notamment au cours de séances d'écriture pendant lesquelles ils réécrivent ensemble cette fameuse pièce de théâtre, L'art de la comédie d'Eduardo de Filippo. Mais voilà, les parents d'Emmanuel Macron veulent l'éloigner de sa prof pour le préserver de cette relation qu'ils pensent être impossible. C'est pourquoi ils décident d'envoyer leur fils à Paris, au lycée Henri IV, à la fin de sa classe de 1re. Et apparemment à l'époque cette solution est mieux pour tout le monde, même pour Brigitte, qui l'incite d'ailleurs à rejoindre Henri IV. Désormais parisien, il empoche son bac S à Henri IV, avec une mention très bien, en 1995. Après son bac, il ne quitte pas l'établissement puisqu'il intègre la prépa littéraire Hippocagne-Cagnes, avant d'échouer 2 fois le concours d'entrée hyper sélectif à l'École normale supérieure, l'ENS. Finalement, c'est en 1998 qu'il rejoint Sciences Po Paris, dans la filière internationale, avant de se réorienter en service public pour la 3e année. Dans le même temps, il obtient en parallèle un DEA de philosophie à l'université Paris-Nanterre en 2001, en faisant son mémoire sur les penseurs politiques Machiavel et Hegel. En même temps que ses études, il est assistant éditorial pour le célèbre philosophe Paul Ricoeur, dans la préparation de son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et il rejoint également le comité de rédaction de la revue internationale Esprit. Et pendant ces années science-piste, comme on dit, Emmanuel Macron commence à se tourner vers le monde politique. Il milite notamment au mouvement des Citoyens, un parti politique proche du Parti Socialiste créé en 1993 par Jean-Pierre Chevènement. Il va d'ailleurs être stagiaire à la mairie du 11e arrondissement de Paris, aux côtés de Georges Sarr, membre du même parti que Chevènement. Après Sciences Po, il tente le concours et il intègre l'École nationale d'administration, l'ENA, pour 2 ans à Strasbourg, et il en sortira classé 5e de sa promo en 2004. Au cours de sa formation d'énarque, Emmanuel Macron effectuera 2 stages. Le premier à l'ambassade d'Abuja, au Nigeria, et le deuxième dans la préfecture de l'Oise. 2 salles, 2 ambiances. Bref, en 2004, Emmanuel Macron sort donc diplômé de l'ENA et peut entrer dans la vie professionnelle. Tout juste énarque, Emmanuel Macron intègre le corps de l'Inspection générale des finances, l'IGF, et le directeur de cet organisme, Jean-Pierre Jouyet, le prend sous son aile. Emmanuel Macron est donc amené à travailler sur différents sujets comme la répression des fraudes ou encore la valorisation de la recherche. Par ailleurs, pendant ses vacances d'été, le jeune inspecteur des finances donne des cours à la PrEP ENA, un organisme privé destiné à préparer les futurs énarques. En 2006, alors qu'il est toujours inspecteur des finances, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, lui propose le poste de directeur général du MEDEF, qu'il refuse tout en restant proche de l'organisme. En 2006 toujours, Emmanuel Macron intègre officiellement les rangs du Parti Socialiste. Il travaille aussi avec la Fondation Jean Jaurès. Il navigue donc entre l'Inspection générale des finances et les plus hauts représentants de la gauche française. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est aussi en 2006 qu'Emmanuel Macron fait la rencontre de François Hollande.
On peut donc dire que cette année-là a été assez charnière. L'année suivante, en 2007, alors qu'il a tout juste 30 ans, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française, une commission aussi connue sous le nom de la Commission Attali, et de fait elle est présidée par Jacques Attali. Et côté perso, c'est une année aussi importante car il épouse enfin Brigitte le 20 octobre au Touquet. Vive les mariés! D'ailleurs, à l'approche de la présidentielle de 2007, il est membre des GRAC. C'est un groupe qui milite pour une alliance entre Ségolène Royal et François Bayrou. Et finalement, il votera pour Ségolène Royal lors de cette élection. Et Nicolas Sarkozy sort vainqueur de la présidentielle. Bref, en 2008, peu après avoir été nommé co-rapporteur pour une autre commission, celle sur les métiers du droit, Emmanuel Macron décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, mais se dit disponible pour aller travailler dans le privé. Il intègre alors la prestigieuse banque d'affaires Rothschild, après avoir été recommandé à l'établissement, notamment par Jacques Attali. Pas mal comme lettre de reco. En arrivant chez Rothschild, il leur fait savoir que ce sont ses déceptions politiques qui l'ont poussé jusque-là, mais aussi les conseils de son ami Alain Minck, qui lui aurait indiqué qu'il vaut mieux être fortuné pour faire de la politique. Entre 2010 et 2012, Emmanuel Macron exerce donc en tant que banquier d'affaires chez Rothschild. Pendant cette période, il est chargé de gros dossiers, ce qui lui permet notamment d'être promu associé de la banque. À 33 ans, il bat ainsi un nouveau record, le record du plus jeune associé de la banque Rothschild. Mais pendant ces années en banque, Emmanuel Macron garde tout de même un œil en politique, en soutenant notamment François Hollande lors de la primaire de la gauche en 2011. L'année suivante, en 2012, Emmanuel Macron va mener dans la banque Rothschild l'un des dossiers les plus importants de l'année, le rachat par Nestlé de la filiale lait pour bébé de Pfizer. Une société pharmaceutique que normalement aujourd'hui en 2022 vous commencez à connaître. Il s'agit d'une transaction à plusieurs milliards d'euros qui lui aurait permis au passage de devenir millionnaire. Au moment de cette transaction qu'il mène avec succès, que certains observateurs vont le qualifier de Mozart de la finance, il aurait en effet gagné environ 2 millions d'euros entre 2010 et 2012. Mais le jeune banquier reste discret sur son passage dans cette banque, il n'en parle que très peu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il avait soutenu François Hollande lors de la primaire de la gauche en 2011. Et ça a porté ses fruits. Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et remplace alors à l'Élysée Nicolas Sarkozy. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Et le nouveau président tient aussitôt à intégrer son jeune soutien à l'aventure. À partir du mandat de François Hollande, qu'Emmanuel Macron commence véritablement son ascension politique. Le 15 mai 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. Pendant 2 ans, il est amené à travailler sur différents sujets de nature économique, notamment en réfléchissant à un plan visant à passer aux 37 heures de travail par semaine en France, ou encore à augmenter les impôts pour les plus fortunés. Pendant cette période, dans le microcosme du gouvernement, on sent qu'Emmanuel Macron a de grandes ambitions. Et des tensions entre lui et d'autres membres du gouvernement se créent. Par exemple, à l'automne 2013, il aurait envisagé de quitter son poste car il estimait que la réforme des retraites à laquelle réfléchissait l'exécutif n'était pas, je cite, à la hauteur. Par la suite, en 2014, François Hollande fait ce qu'on appelle un remaniement, c'est-à-dire qu'il change des membres de son gouvernement pour prendre un nouveau départ. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il nomme alors Manuel Valls Premier ministre en prenant la succession de Jean-Marc Ayrault et le nouveau Premier ministre propose à François Hollande de nommer Emmanuel Macron ministre du budget dans le nouveau gouvernement. Mais François Hollande refuse, car Emmanuel Macron n'a jamais eu de mandat électoral. Alors, Emmanuel Macron quitte le gouvernement Hollande le 10 juin 2014. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. En fait, il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer son départ. Déjà, il est déçu de ne pas être nommé dans le nouveau gouvernement de Valls. Il veut aussi que les tensions montent sur les sujets économiques et financiers et qu'il n'obtient pas gain de cause. Bref, tout ça fait qu'il quitte le cabinet de la présidence pour retourner mener des projets perso. Et alors là, vous allez être surpris car Emmanuel Macron envisage vraiment de commencer une nouvelle aventure. Il veut créer une entreprise. Il hésite. Globalement, entre 2 concepts. Soit il crée une entreprise de conseil financier, soit il lance une start-up qui aurait pour but de développer une forme d'enseignement sur Internet. Il envisage même à un moment d'aller monter cette entreprise dans la Silicon Valley aux États-Unis, mais finalement il va pas le faire. Il va quand même se tourner un peu vers l'enseignement en donnant des cours entre Londres et Berlin. Dans le même temps, il ne renonce pas à ses projets de start-up et file bel et bien aux États-Unis avec Xavier Niel, le patron de Free, visiter des start-up californiennes. Alors, je dois vous faire une confidence. Il y a 3 ans, à peu près, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer
une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est vrai, et je crois que Xavier Niel peut témoigner. Mais cette escapade dans le privé n'aura duré qu'un été, car la fonction publique le rattrape, et le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le second gouvernement Valls, en remplaçant la remontada Arnaud Montebourg. Bonne chance Manu. Et vive le redressement productif de l'économie française. Vive la République et vive la France. Il devient ainsi le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing dans le gouvernement de Georges Pompidou. Bon, vous commencez à connaître la série L'Histoire 2. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, ils sont juste là. Ce qui me permet également de faire une petite pause dans ma narration pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie entre 2014 et 2016. On trouve notamment la fameuse loi Macron qui avait pour objectif de déverrouiller l'économie française, notamment en modifiant les règles du travail le dimanche, en statuant sur les professions réglementées, notamment avec la libéralisation du marché des autocars longue distance, ou encore en modifiant le régime de la vie des entreprises. Alors, il faut savoir que cette loi a suscité beaucoup d'opposition, même au sein de la majorité socialiste. C'est pourquoi elle a été adoptée en 2015 sans passer par le vote de l'Assemblée, grâce au fameux 49.3, cet article de la Constitution, qui permet au gouvernement en place de faire passer une loi sans le vote des parlementaires. Rien ne nous fera reculer, c'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi. Merci, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. En tant que ministre, Emmanuel Macron travaille également sur de nombreux autres dossiers, comme l'augmentation de la participation de l'État dans le capital de Renault, la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac, ou encore le rachat de la branche énergie d'Alstom par la société américaine General Electric. En tout cas, c'est pendant son passage ministériel qu'Emmanuel Macron va connaître une grande ascension médiatique. Et à partir de l'année 2015, il prend doucement ses distances avec le gouvernement Hollande et ses idées. À ce moment-là, il hésite même carrément à quitter le gouvernement, car il est opposé au projet de réforme sur la déchéance de nationalité, mais finalement il ne s'en va pas car ça ne relève pas de son périmètre ministériel. Mais au début de l'année 2016, le gouvernement Hollande est secoué par un projet de loi, la loi travail, dite la loi El Khomri, portée par la ministre du Travail de l'époque. Emmanuel Macron accepte de se tenir à l'écart de ce projet de loi à condition qu'on y intègre deux mesures auxquelles il est attaché: la facilitation du licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'hommes en cas de condamnation de l'employeur pour licenciement abusif. Bref, on est donc en février 2016. Et clairement, Emmanuel Macron ne cache plus ses opinions sociales libérales, et malgré cela, François Hollande hésite à ce moment à le nommer Premier ministre à la place de Manuel Valls. Le président Hollande n'en fera finalement rien car il estime que Manuel Valls remplit son rôle avec loyauté et qu'il est important de maintenir une cohésion dans l'équipe qui a traversé les attentats de 2015. Et finalement, c'est dans cette première partie de l'année 2016 que paraît un premier sondage mené par la société Odaxa sur la possible candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. 6 avril 2016, Emmanuel Macron crève l'abcès. Il organise une conférence à Amiens, sa ville natale, dans laquelle il annonce le lancement d'un nouveau parti politique qu'il nomme En Marche et qu'il veut ni de droite ni de gauche. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Dans la sphère politique, beaucoup le soutiennent et voient en lui une nouvelle solution. Mais en revanche, dans le gouvernement, ça commence à sentir l'embrouille. Les questions fusent autour de François Hollande sur la fidélité de son ministre. Les tensions montent avec Manuel Valls, ou encore avec Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Et alors que le jeune premier séduit le public, son image se ternit un peu après la diffusion d'une altercation avec des syndicalistes sur son paiement de l'impôt sur la fortune. Malgré tout ça, il prend son indépendance avec le gouvernement, tout en restant, pour l'instant, ministre de l'économie. Il est par exemple invité par Olivier Carré, le maire d'Orléans, pour présider les fêtes de la libération de la ville par Jeanne d'Arc, et déjà dans son discours, il y a une ambiguïté. Certains pensent qu'en dressant le portrait de Jeanne d'Arc, il parle en réalité de lui-même. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence.
Mais il parle de qui là? Malgré les pressions de Manuel Valls et de François Hollande, Emmanuel Macron quitte ses fonctions de ministre le 30 août 2016 pour se consacrer à son nouveau mouvement. François Hollande affirmera plus tard qu'il l'a trahi avec méthode. À ce moment-là, 84% des Français approuvent son choix, selon un sondage IFOP. Il est alors remplacé par Michel Sapin. Le voilà donc disponible pour entrer dans la course à la présidentielle de 2017. En novembre 2016, Emmanuel Macron annonce sa candidature officielle à l'élection présidentielle et entend bien faire campagne. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Il bénéficie d'une importante couverture médiatique. Certains opposants vont d'ailleurs le qualifier de candidat des médias. Et son premier livre, Révolution, est un vrai succès de librairie à la fin de l'année 2016. De son côté, François Hollande renonce à se présenter, ce qui permet à Emmanuel Macron de bénéficier du soutien de Manuel Valls et de François Bayrou. La campagne est lancée et Emmanuel Macron multiplie les meetings, dont un qui a particulièrement marqué les esprits, le meeting de la Porte de Versailles, le 10 décembre 2016. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Se voulant indépendant des partis politiques, il fonde sa campagne sur de grandes idées directrices, l'Europe, le libéralisme, l'écologie ou encore l'égalité homme-femme, progressiste, libérale. Le financement de sa campagne a été le plus important de tous les candidats, 16,6 millions d'euros. Certaines enquêtes vont être menées pour vérifier la provenance des fonds de financement, ainsi que pour vérifier si les plafonds n'ont pas été dépassés. Mais les autorités compétentes soulignent à ce moment-là que tout est en règle. Par ailleurs, les événements de la campagne de 2017, comme l'affaire Fillon, bénéficient largement à Emmanuel Macron, qui parvient à convaincre une bonne partie des électeurs, si bien que le 23 avril 2017, il termine en tête du premier tour devant Marine Le Pen. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Au moment de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron reçoit le soutien de personnalités politiques de tous les bords, de Benoît Hamon à François Fillon, en passant même par Barack Obama. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche! Vive la France! Le duel de l'entre-deux-tours commence à domicile pour Emmanuel Macron, à Amiens, sur le parking de l'usine Whirlpool, les deux finalistes s'étant retrouvés en même temps à cet endroit pour rendre visite aux salariés de l'usine menacés de délocalisation. L'événement marquant de cet entre-deux-tours, c'est évidemment le débat. La confrontation diffusée à la télévision française, pour beaucoup d'observateurs, c'est au cours de ce débat que s'est creusé l'écart entre les deux candidats. Emmanuel Macron aurait pris l'avantage en dominant la candidate du Rassemblement national, qui pour certains semblait un peu dépassée par la tournure que prenait le duel. C'est intéressant Non, parce que Carla, vos solutions géniales... Non, monsieur Carla, c'est un fonds souverain que je confierai, moi, à des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qui existe à la Banque publique d'investissement. Ce que je vous propose, ça avait été créé... Si, mais c'est Madame Le Pen... pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain, ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, c'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Finalement, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est officiellement élu président de la République en emportant 66,10% des suffrages exprimés, dans une élection qui compte un nombre record d'abstentions, de bulletins blancs ou nuls. Emmanuel Macron élu président de la République avec 65,1%. Le 14 mai 2017 a lieu l'investiture du nouveau président qui remplace François Hollande. Emmanuel Macron a 39 ans. Il est alors le plus jeune président français de l'histoire et même le plus jeune chef d'État élu démocratiquement. Il établit alors un gouvernement composé de personnalités de droite comme de gauche, en nommant Édouard Philippe, maire du Havre, Premier ministre. Alors, je le redis encore, le projet ici n'est pas de faire le bilan du mandat de Macron. Ici, on s'intéresse vraiment à sa vie. Cependant, on peut tout de même relever que son mandat est marqué par la crise sociale des Gilets jaunes qui éclate en janvier 2019, alors que le président annonce une hausse des taxes sur le carburant. Vous vous en souvenez sûrement, de nombreux Français prennent alors part dans des manifestations régulières. C'est cette vive opposition qui poussera
le chef de l'État, a organisé un grand débat national dans lequel il est parti à la rencontre des maires de France pour prendre des mesures aux échelles locales. Une autre réforme va avoir des conséquences sur sa popularité, la réforme des retraites, qui était une de ses promesses de campagne et dont le projet va être abandonné en mars 2020 à cause de la pandémie. Car oui, on va pas se mentir, l'événement majeur du mandat Macron, on aurait pu penser que c'était les gilets jaunes, mais ça restera bien sûr la pandémie de Covid-19, dans laquelle il prendra des décisions inédites, fortes, comme le confinement intégral du pays. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Sa gestion de la crise va être défendue par certains observateurs et critiquée par d'autres, ce qui rendra sa personnalité extrêmement clivante. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il va remplacer Édouard Philippe par Jean Castex, alors que l'ancien maire du Havre venait d'acquérir une cote de popularité supérieure à celle du président. Pendant son mandat, Emmanuel Macron a accordé une grande importance à la communication, une communication très maîtrisée. Ses prises de parole étaient en général assez rares, même si la pandémie de Covid-19 a un peu déjoué ses plans. Mais pendant ces prises de parole, certaines de ces petites phrases jouent sur sa cote de popularité, on les surnomme les macronades. Un président présent sur tous les réseaux sociaux de TikTok à YouTube, en passant par les traditionnels Twitter et Facebook. Son mandat n'est pas encore arrivé à son terme, le temps du bilan viendra, mais ça sera pour une prochaine vidéo. C'était l'histoire d'Emmanuel Macron. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bienvenue si vous découvrez la chaîne. Encore une fois, je m'appelle Gaspard G, j'ai 24 ans, je fais des vidéos d'actualité et de politique sur YouTube et je parle aussi tous les jours d'actualité sur mon compte Instagram, Gaspard G. Merci à toute mon équipe qui a bossé avec moi sur cette vidéo. Leurs noms sont là. Abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'était Gaspard G. Ciao! Per cui questa valutazione che io ho fatto sul candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica. Il giovane Emmanuel Macron, all'età di 15 anni, ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante Brigitte. All'epoca lei aveva 39 anni e lui 15. Ora, al di là poi delle cronache rosa che hanno voluto incensare questo grande amore con un matrimonio che grottescamente si potrebbe definire riparatore, resta il fatto che lo sviluppo psichico di un bambino, perché tale era a 15 anni Emmanuel Macron, si è fermato, è stato violentemente fermato da una seduzione sia fisica che psicologica. Cos'è accaduto? Freud lo insegna in Totem e Tabù. È stato superato un limite, il limite stesso che il tabù prescrive. Quindi diciamo così che il primo passaggio è stato questa idea che tutto poteva essere concesso. Naturalmente questo è accaduto negli ambienti bene di Parigi, perché se questo episodio fosse accaduto in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, e Brigitte sarebbe finita in carcere. Questa è la realtà del fatto. Ci siamo trovati di fronte e si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà. Quindi, superato il limite, si instaura, diciamo così, nel Macron una idea di onnipotenza che, anche dato le sue notevoli capacità, sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite. In sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri,
per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana. Quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale, eccetera, può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, diciamo così, punti di riferimento. Per esempio, un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche messa in discussione nel momento della contraddizione. Vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio da una grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua, diciamo, seduttrice, che era anche una insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare, anche a trarre in inganno l'interlocutore. Non ha rimorso. Quando Macron parla di sdentati per definire i poveri, quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan. Lui si giustifica, dice ma non intendevo questo, perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui crede a quello che ha detto e che non può far vederlo. Macron quando ha manifesta questi sensi di disprezzo nei confronti delle persone, e questi sensi di disprezzo provengono dal suo inconscio, che poi lui modifica razionalmente, ma senza rimorso, perché non prova colpe. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, e anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Come dire, la conflittualità nei confronti di Marine Le Pen non è una conflittualità di tipo, solo almeno per lui, di tipo politico,
ma lui non può accettare che una donna, che la Marianne, che è la rappresentante della Francia, sia in antagonismo con lui. Lui ha bisogno, come attualmente, di una madre accudente. Tutto il resto per lui diventa difficile, difficilissimo da sostenere. Quindi è pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, cioè accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza, solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte à un candidat présidentiel de ce genre. Bon, avec Macron, on a quelqu'un qui n'est pas fini, hein, intellectuellement et psychologiquement, ça c'est clair, et qui a une sensibilité d'extrême droite. Je pense profondément que c'est un garçon pas très intelligent, comment dire, très très complexé, intellectuellement, physiquement aussi, enfin, une espèce de virilisme masculiniste et imbécile qui s'exprime chez lui en permanence et qui l'amène à jouer aux petits soldats. Voilà, parce que par ailleurs, il a, je pense, hein, une culture d'extrême droite. C'est un gamin issu de la bourgeoisie de province, qui a été scolarisé chez les jésuites, dans un bahut privé, qui est jamais sorti de cet univers-là, qui a des références qui sont pas celles de la République ni de la gauche de manière générale, et qui, je pense, a une fascination immature, adolescente, pour la violence. Hein, tu l'as documenté toi-même de manière répétée, tu as vu ce que c'était, hein, que l'usage illégitime et purement instrumental de la violence policière. Je pense qu'il y a une fascination pour ça, d'autant plus que c'est un gamin qui a peur. Hein, pendant les Gilets jaunes, il a eu très très peur physiquement. Hein, au Puy-en-Velay, il a cru qu'il allait y passer, qu'il allait être lynché. Donc, et c'est souvent d'ailleurs l'apanage des gens pas courageux et pas finis que d'exalter la guerre et le virilisme guerrier. C'est un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. Beltrame est un patriote, au sens profond du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour la patrie, pas pour un bout de terre parce que c'est votre bout de terre et que vous êtes né quelque part, non. Le colonel Beltrame, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs. Quelque chose d'une guerre qui le dépasse. Et les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes à parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà, mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Le dossier que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Les Jeux Olympiques, c'est formidable. Et donc, s'il y a des gens qui râlent tout le temps pour tout. Donc râlez, et moi je suis content. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Non, c'est un maillot, c'est quoi ça? Donc, c'est un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres.
Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Ça va Manu? Non, je suis pas Dieu de pain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Voilà. Mais les réseaux sociaux et les gens qui sont branchés, ça, il y a des gens, ils supportent mal la chaleur et la fatigue. Mais arrêtez de vous exciter comme ça sur cette affaire. Beaucoup de vos collègues, puisque vous dites, c'est pas vous, je vous entends, ont fait des erreurs. Est-ce qu'il faut pour autant les massacrer? Non. Et la presse se trompe parfois, il faut qu'elle corrige. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Sur la fameuse piscine, vous le savez, à 34 000 € qui a été construite cet été, eh bien, il nous a dit que ce n'était pas pour son confort, tout simplement parce qu'il n'aime pas les piscines. On va l'écouter. Je n'aime pas les piscines. Pardon? Je préfère mille fois la mer. Je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher. Et donc, quand il y a des offres d'emploi qui existent, même si c'est pas exactement ce qu'on veut peut-être au début, d'accepter pendant quelques mois pour se mettre le pied à l'étrier. Vous savez, le petit-fils du général tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire c'est se plaindre. Ah bon? Oui. Et ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Non mais on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Vous voulez travailler dans quel secteur? Moi je suis horticole. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration. Dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Vous y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Please present me the lady who decided, being perfectly educated, to have 7, 8, 9 children. Toujours aux plus riches, pourquoi? Pas aux foyers modestes. On était heureux en France, on devient malheureux, Monsieur le Président, on devient malheureux. Soit vous êtes là, simplement pour faire le show. Non, du tout. Je me dépêche, je travaille, j'ai 2 heures de pause. Quand mettrez-vous les sans-papiers chez nous? Ah, ceux qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas droit à l'asile. Oui. Croyez-moi qu'on va les... On va continuer le Vous travail. Je pourrais le dire aux autres? Vous pouvez le dire aux autres. Et qui veulent faire de leur mieux. École, vous savez pas ce que c'est d'être un Mais moi je suis pas né dans une grande école, moi je suis pas un enfant de grande école. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous, très clair avec vous, très clair avec vous, très clair avec vous. Oh non, là vous dites n'importe quoi. N'importe quoi, hein. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force. Pour des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire, on en trouve. Hein. Ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai partout. Mais c'est pas vrai partout. Et donc parfois on fait des caricatures en pensant que ce qu'on dit à un moment à quelqu'un de bonne foi, c'est vrai partout et ce serait un message dit à tous les Français. Que voulez-vous? On est au temps du numérique, de l'information en continu. Je vais pas me... C'est tout.
Je suis comme ça et je ne changerai pas. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! La réforme qu'on lance sur les retraites, eh ben, regardez-la dans le détail. Telle qu'elle est portée, telle qu'elle est expliquée, elle est beaucoup plus juste. Je sais pas ce que... Non, c'est la durée de cotisation et beaucoup plus de justice. C'est regarder les choses qui ont été présentées par Monsieur Delevoye. Mais on peut être juste vers les gens si aussi on produit, voilà. Mais vous êtes bizarre dans le dialogue. Vous appelez du dialogue, mais vous dites je suis pas d'accord avec vous, puis vous partez. Tout au long de cette période, la violence était telle qu'il n'était pas possible de d'un seul coup dire on arrête les LBD, on désarme. Parce que dans quelle situation nous serions-nous mis? La celle peut-être de ne plus pouvoir tenir telle préfecture qu'on voulait brûler. Moi j'ai été dans la préfecture au Puy-en-Velay. J'ai vu des agents qui ont failli mourir par la folie collective qui à un moment s'est installée. Donc c'était cela, le moment du pays où on en était. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. De pire a été évité grâce à... Parce qu'il s'agit de nous, il y a eu cette salle de presse. Et au fond, vous avez vécu ça comme un président de la République, si je puis schématiser les choses, qui vous disait si vous voulez travailler, il n'y a qu'à traverser la rue. Cette formule ne m'a pas porté chance. J'essaie d'être lucide sur moi-même. C'était une formule très acte 1 au fond. Peut-être parce que collectivement, on ne porte pas assez le micro, la caméra sur les explications calmes et apaisées de qu'est-ce que c'est aujourd'hui et où on va, et on passe trop de temps à commenter le jeu de rôle. C'est la faute des médias? C'est à vous de le dire. Mais enfin, on fait beaucoup trop. Il y a toujours eu des grèves, et il y en aura toujours sur ces sujets-là. Ce qui est important, si vous voulez que les Français comprennent, il faut pouvoir leur expliquer. Donc il faut que chacun explique, pose des questions, et qu'on explique qu'est-ce que c'est le système aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le système de demain, et comment on y passe. Voilà, comme on est en train de le faire là, calmement. Quand on explique et qu'on écoute, généralement on arrive à comprendre. Et pourquoi est-il aussi méchant? Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire, démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! Merci beaucoup.
La meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Il appartiendra au ministre de l'Intérieur de répondre point à point avec sa collègue garde des Sceaux sur les recommandations qui sont faites. Mais comme vous le savez, il y a déjà eu une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels qui a été coordonnée par le ministre, avec une doctrine claire qui a été établie et aussi des caméras qui ont été mises en place pour s'assurer de bonne utilisation du suivi, comme d'ailleurs un suivi qui est assuré par les corps d'inspection nécessaires lorsque des abus sont dénoncés. J'ai perdu ma main suite à l'explosion d'une BF4 que j'ai ramassée malheureusement en la confondant avec une grenade lacrymogène. Et depuis, du coup, ma main a été complètement amputée. J'ai perdu l'usage de mon œil droit, j'ai pris un tir de LBD 40 dans la tête. Un tir de LBD 40 plein dans l'œil. Il y a trop de sang qui a coulé. Il faut réagir, c'est pas possible. Il faut interdire ces armes de guerre. Flashball, interdiction. Mutilation, stop, stop, mutilation. Nous, effectivement, on est rassemblés ici là, pour faire une manifestation pour réclamer l'interdiction de ces grenades, ainsi que du LBD aussi qui crève des yeux et qui provoque des commotions cérébrales qui laissent des traces énormes sur les gens. Avant, on parlait pouvoir d'achat. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, mon combat, c'est surtout ne plus tirer sur nos enfants ou même sur moi. Là, on m'a tiré dessus. J'aurais aimé être un exemple. J'aurais aimé que le 8 décembre, le 9, on arrête toutes ces bêtises, quoi. Et là, je vois que ça continue et que, regarde, dans le collectif, il y a encore des gens qui intègrent le collectif. Donc c'est complètement hallucinant, quoi. J'ai été blessé à l'œil gauche que j'ai perdu par une grenade de désencerclement. Grenade à coups de LBD, le but c'est un blessé pour 1000 terrorisés. Rendez-nous nos corps, rendez-nous nos vies, et comme vous pouvez pas, rendez-nous justice. Aujourd'hui, le procureur de la République de Paris a dit qu'il y a des policiers qui allaient être poursuivis en justice. Vous en pensez quoi? J'ai envie d'espérer, mais en vrai, je me fais pas beaucoup d'illusions. C'est un bon début, mais je dirais que c'est l'arbre qui cache la forêt. 174 dossiers, 2500 blessés, on est très loin du compte. 282 impacts en pleine tête, on est loin du compte. Donc posons-nous de bonnes questions. On n'y est pas du tout sur les chiffres, mais carrément pas. Flashball, interdiction. Grenade, flashball, interdiction. Il était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Frédéric Dumas jusqu'à 14h, député Liberté et Territoire des Hauts-de-Seine, ancienne du groupe LREM à l'Assemblée, et là est tout le sujet, qui publie Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir aux éditions Massot. Bonjour. Bonjour. Frédéric Dumas, bonjour. Effectivement, alors vous n'avez pas voulu appartenir à cette formidable renaissance qui est en train, justement, comme disait Emmanuel Macron, il y a un nouveau mandat, ça n'a rien à voir, c'est pas une prolongation, il y a un président nouveau, il y a un peuple nouveau, oui, en 5 ans, c'est plus le peuple français qu'on connaissait. Alors, vous n'avez pas voulu faire partie de ce mouvement, renaissant? Déjà, j'ai quitté en septembre 2018, donc ça voulait dire que ça fait assez longtemps que je n'y crois plus. Et puis, c'est même très triste lorsqu'on parle de renaissance, ça veut dire avouer que pendant 5 ans, on a fait le contraire de ce que l'on annonce dans ce merveilleux discours. Oui. Et donc, effectivement, il n'a pas créé les conditions pour renaître. Mais je suis pas sûre qu'il tienne cette fois-ci. Je pense que effectivement, il a été réélu, mais je pense que tout ce qu'il exprime maintenant passe plutôt comme de la communication
Je veux dire, ce discours était... D'abord, il a parlé d'agir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il me dit 10 fois on va agir pour notamment remettre en cause, réduire les inégalités, donc ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Oui, ce qui est étonnant. Alors, votre livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je recommande, parce que c'est... Justement, je voulais rester libre. Ouais. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui ont cru que j'ai cru que mon idéal allait être porté par Emmanuel Macron et que je pouvais y aller à 100%, devenir député. Parce que vous avez écouté ses discours, ce qu'il disait, vous êtes dit c'est ça, c'est l'homme nouveau. Écoutez, c'est un mélange, parce que si ça avait été que des discours, peut-être que j'y aurais pas cru, mais il a fait un mélange de discours et d'actes. Moi, ce qui m'avait frappé, janvier 2016, il est ministre et il parle d'un confort philosophique par rapport à la déchéance de la nationalité. Il parle effectivement d'accueillir des migrants, etc. Il dit un certain nombre de choses où je me dis, il a le courage de dire des choses que peu de ministres vont dire, puisqu'un ministre, ça se démêle. Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et je me disais, en tout cas, il y va, il dit ce qu'il pense. Et effectivement, surtout, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il s'était battu contre le 49.3. Et il avait essayé justement de travailler avec le Parlement, de convaincre. Il avait passé, je sais plus, on dit qu'il a passé 500 heures au Parlement pour convaincre, et contre la méthode de Valls, qui était une méthode du 49.3. Donc pour moi, c'était des faits aussi. Effectivement, ce que j'ai pas imaginé, c'est que tout ce qu'il a décrit dans son propre livre, Révolution, puisque à un moment donné, j'ai remis des passages de son livre où on se dit que c'est quand même incroyable de faire à ce point-là le contraire. Ce que je n'ai pas compris, c'est que c'était une tactique pour gagner. Pas pour gouverner. Parce que c'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, parce que le pouvoir est là, remet en cause ses convictions. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en place quelque chose de totalement différent de ce qui lui avait fait gagner le pouvoir. Donc c'était déjà dans son raisonnement, dans sa stratégie, etc. Ouais. Mais quand est-ce que vous avez commencé à vraiment douter en disant mais il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, si j'avoue assez rapidement. Après, on prend, c'est presque une psychanalyse. On prend quand même le temps d'accepter, même si je l'ai fait quand même assez vite. Mais au moment où on le fait, assez vite, parce que dès qu'il a été élu, il y a eu des signaux faibles. Genre, il a présenté assez rapidement les statuts d'En Marche, qui ont dû être votés pendant le mois de juillet. Et il avait effectivement... Juillet donc 2017. Juillet 2017. Et donc il avait dit à l'époque que les partis politiques n'étaient pas démocratiques, que les élus étaient tous corrompus, etc. Et on voit arriver les statuts, et là j'ai halluciné, parce que si un parti n'est pas démocratique, ce qui est un peu vrai, les partis politiques ne sont pas très démocratiques, mais il y a au moins des gens nommés et des gens élus, c'est le minimum. Et là on voit arriver des statuts où personne n'est élu. Tout le monde est nommé par le siège et tout dépend du siège. Les montants qui sont accordés de subventions, il y avait plusieurs centaines de millions. En Marche a récupéré plusieurs centaines de millions. Pour les Hauts-de-Seine, on donnait gentiment, c'était en dessous de 10 000 euros. Et en revanche, sur le plan local, on gardait des comités un peu comme le système. Et qui choisissait les subventions, enfin le montant des subventions? C'était Oui, mais c'était à partir du moment où on donne 8 000 euros pour les Hauts-de-Seine, on sait que c'est ça ou rien, c'est la même chose. C'est pas donner de l'argent au parti En Marche. Et sur le plan. Alors donc il y avait les personnes étaient nommées par le siège, et ensuite sur le terrain il y avait plein de petits comités dont on trouvait très bien qu'ils se battent entre eux. Voilà, c'est en fait le système où on divisait pour mieux régner, et donc la décision a été prise que surtout En Marche n'existe pas. Et pourquoi? On le voit très bien 5 ans après. Heureusement pour Emmanuel Macron qu'En Marche n'existe pas, parce que ça lui permet de changer d'électorat. Lui, en fait, il n'a jamais voulu qu'En Marche existe, parce que si En Marche avait existé, peut-être qu'une sorte de corps de doctrine se serait établi, que ça aurait été une puissance, mais une puissance qui était aussi un contre-pouvoir. Pour lui, parce que quand Emmanuel Macron redit dans son discours d'investiture cette phrase hallucinante parce qu'il parle de renaissance démocratique, c'est-à-dire en ayant supprimé tous les contre-pouvoirs pendant 5 ans, il parle de renaissance démocratique, et il dit cette phrase. Bien sûr que ça passera par le politique ou l'institutionnel, mais finalement, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est que ça se pratique, que ça soit dans les actes et dans la pratique au quotidien. Et on se dit, mais c'est énorme de dire ça, parce que nous, ce qu'on lui a demandé pendant 5 ans, ça aurait très bien pu être le même système s'il l'avait mis en pratique. Un système, en se disant notamment qu'il associait, mais c'est plus qu'associer. Il y a eu 2 choses. La première, c'est le fait que tout était effectivement décidé à l'Élysée, notamment... Entre qui et qui, tout, franchement
sincèrement, moi, comme je m'occupais beaucoup d'audiovisuel, puisque bon, voilà, par mon passé, j'avais une certaine expérience. Tout était décidé par Alexis Collère. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, qui effectivement seul dans son bureau, il rend compte à personne sauf à Emmanuel Macron, et on ne peut pas le rencontrer. Et moi, quand j'ai essayé de travailler sur ce sujet, et c'est là qu'on m'a dit que de toute façon, la seule chose qui était intéressante sur ce sujet, c'est de faire des économies. Tout le reste n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire transformer, mettre une gouvernance meilleure, programme, etc. C'était les économies. Et donc tout était décidé par Alexis Collère. À chaque fois, on me disait Alexis veut pas, Alexis veut que. C'est totalement hors sol, en dehors de la pertinence, etc. Et puis, ce qui a vraiment provoqué mon départ, c'est l'absence d'exemplarité. Moi, j'étais encore convaincue, puisque j'essayais encore d'y croire, qu'il y avait au moins de l'exemplarité, puisque rappelez-vous que le quinquennat a commencé avec la loi sur la confiance, avec des ministres qui partaient même s'ils n'étaient pas mis en examen. Rappelez-vous, François Bayrou est parti alors qu'il n'était pas mis en examen. Et donc là, je m'étais dit, c'est vrai qu'on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant s'il y a de l'exemplarité au plus haut niveau. Et ben, arrive au mois de juillet l'affaire Benalla. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Emmanuel Macron commence à refuser un certain nombre de choses, c'est-à-dire refus que Alexandre Benalla soit entendu par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Qui s'est vite désintégré, d'ailleurs. Qui s'est vite désintégré. Donc refus que Alexandre Benalla, comme Alexis Collère, soit entendu par la commission d'enquête, en prétextant la séparation des pouvoirs, en passant en même temps un coup de fil à Gérard Larcher en lui demandant de pas trop abîmer. Pourtant, c'est ça la séparation des pouvoirs. Non, mais ce qui est dingue, c'est que il peut passer un coup de fil à Gérard Larcher pour lui dire de faire attention à s'en protéger, mais il ne veut pas que des gens soient entendus par une commission d'enquête à l'Assemblée. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait qu'il est tenu d'une manière ou d'une autre. Et au mois d'août, donc, j'ai envoyé un très long, effectivement. Message où je lui demandais de faire le minimum, où je lui demandais, il fait ce qu'il veut, mais où j'espérais qu'à la rentrée, il aurait fait un peu de ménage, c'est-à-dire qu'il aurait demandé que ceux qui sont directement liés à cette histoire s'en aillent. Ça voulait dire Ismaël Emelien, ça veut dire tout ce qu'on a découvert après avec Mediapart. Et en fait, il est rentré en disant, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et c'est pas là où il a la fameuse qui vient me chercher? Alors c'est au mois de juillet où il a dit qu'il vient le chercher, alors qu'on sait tous qu'on ne peut pas aller le chercher. On a le coffre-fort qui disparaît, comme vous le savez. On a Alexandre Benalla qui, je dis ça parce que pendant le débat de l'entre-deux tours, on a effectivement reproché à Marine Le Pen d'avoir contracté un prêt en Russie, mais on a oublié que Alexandre Benalla, quand il était à l'Élysée, au cœur du pouvoir, il s'est avéré qu'il avait passé des contrats avec des oligarques russes. Donc tout ça, on a oublié. Donc je me suis dit, si effectivement il y a cette absence d'exemplarité, y compris pour Alexis Collère, mais on en reparlera, je me suis dit en fait on ne peut rien faire. Puisque on ne peut pas avoir des dirigeants qui prennent les bonnes décisions puisqu'ils sont tenus par un certain nombre de choses et ils ne vont pas prendre les décisions pertinentes pour les Français. Oui, je pense qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et plus de garde-fous. Parce que c'est deux choses un peu différentes, mais les deux n'existent plus. Sur le plan des institutions, le Parlement, donc par exemple l'Assemblée nationale, évidemment, comme c'était pas seulement sous Emmanuel Macron, vous voyez, je dis sous. En tout cas, on peut le dire. Ouais. Bien sûr que c'était pas le Parlement qui fait la loi, on le sait maintenant. C'est les projets de loi, donc c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est une fois par an pour chaque groupe. Donc effectivement, la loi est faite par le gouvernement. Mais si on ajoute à ça le fait que je le décris parce qu'il faut vraiment faut s'en rendre compte, c'est vraiment qu'on est dans un décor de théâtre artificiel à tous les niveaux. Quand on fait des auditions de ministres en commission, on nous dit les parlementaires reçoivent les ministres, donc on est censé poser des questions et les interpeller sur un certain nombre de sujets. Ça n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon. On parle. Alors d'abord, on avait 4 minutes, ils nous ont, pour parler au nom d'un groupe, ils nous ont réduit à 3 voire 2 minutes. Et alors quand c'est-à-dire chaque question ne doit pas dépasser 2 ou 3 minutes. Voilà, exactement. Et donc quand les choses sont un peu complexes ou qu'on veut amener du travail pour notamment sur les cas par exemple d'Alexis Collère ou autres, c'est assez difficile de faire ça en 2 minutes. Mais ok, on fait l'exercice. Qu'est-ce qui se passe après ? On a le ministre qui nous répond.
Donc la plupart du temps, il répond en ne disant pas totalement la vérité. Il répond à côté ou pas, franchement. Alors, soit il répond à côté quand il n'a pas envie de répondre, soit il va pas répondre, il va répondre des choses où, quand on a travaillé, on sait que ces choses ne sont pas justes. D'accord. Mais vous pouvez rien faire puisque vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. Donc en fait... ah oui, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. En audition, vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. C'est-à-dire que c'est même pas une discussion, par exemple. Vous ne pouvez pas dire après, vous ne pouvez pas dire, écoutez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question. Non. Et vous n'avez, c'est le principe. Le principe, c'est vous posez votre question, il répond et après c'est fini. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu évidemment pousser un peu, alors vous êtes sûr que votre micro est coupé, donc personne ne va entendre. Mais même si je poussais moi, en me disant même si personne n'entend, je veux quand même, tout le monde se retournait du genre, mais quand même, comment tu oses, c'est un ministre, etc. Bon, les QAG, vous le savez très bien, c'est la même chose. Donc en fait, les QAG. Pardon, les questions au gouvernement, c'est la même chose, puisqu'ils répondent ce qu'ils veulent, et vous ne pouvez pas répondre. Alors, ils ont inventé le fait qu'on pouvait répondre, mais avec le même temps. Donc, on n'arrive pas, évidemment, à répondre. Et il faut vraiment voir la Chambre des communes en Angleterre, le Congrès américain ou la Chambre des communes canadien. Je veux dire, les ministres, ils passent un sale quart d'heure. Écoutez, on l'a vu quand ils sont nommés, ça dure des fois 2 jours, 3 jours. Et les bombardes de questions. Exactement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est le moment pour le ministre, au contraire, de faire une forme de propagande s'il le veut, parce qu'à un moment donné, il va dire ce qu'il veut. Et comme vous ne pouvez pas l'infirmer, ce qui va rester au final, c'est ce qu'il a dit, et donc sa vérité. Le ministre peut parler autant qu'il veut, pardon. Est-ce qu'il a 2 ou 3 minutes? Non, il peut parler autant qu'il veut. D'accord. Ah ouais. Donc pas dans l'hémicycle, mais en tout cas en commission, il peut parler autant qu'il veut. Et s'il ne dit pas des choses justes, on ne peut pas les faire apparaître devant, à ce moment-là, devant les gens qui écoutent, puisque les auditions sont publiques. Ensuite, vous avez, et ça vous l'avez tous vu, vous avez les fameux débats de l'article 50-1 de la Constitution, où on nous explique qu'on va avoir un débat. Alors on se dit super, un débat. Oui, mais c'est pas du tout un débat. Alors d'abord, c'est souvent des décisions qui sont prises, les décisions ont déjà été prises par le président de la République, comme vous l'avez vu pendant la crise sanitaire, puisque là, il y avait en plus des ordonnances, et on avait le président de la République qui prenait des décisions, qui les annonçait à la télévision, aux 20h en général, et nous, on avait un débat après. Bon, et de débat, pareil. Vive les pouvoirs. Et le débat après, c'est pas un débat non plus, puisque on retrouve la même forme, c'est-à-dire que chaque président de groupe fait une intervention, et puis à la fin, le ministre va répondre. Mais donc, il n'y a pas de débat. Et après, pourquoi effectivement les députés ne bougent pas? En tout cas, la différence entre eux, par exemple, parce qu'évidemment, on parle souvent de Nicolas Sarkozy en disant Nicolas Sarkozy était aussi autoritaire et exerçait le pouvoir de manière centralisée, ce qui est assez vrai. En tout cas, il a fait partie de ceux qui ont un peu plus centralisé les choses. Mais il y avait 2 différences. La première, c'est qu'il avait une sorte de contre-pouvoir, qui n'est pas obligatoirement voulu, mais qui était qu'il y avait quand même des personnalités dans son parti qui pesaient. Parce qu'ils avaient une histoire, parce qu'ils étaient maires de grandes villes, etc. Donc il était quand même confronté dans le débat public. Tandis que les députés à l'REM, c'était pas ça. Tout le monde avait été nommé par lui, procédé de lui, donc il n'avait pas de contre-pouvoir en pratique. Et la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron avait aussi cette volonté d'exiger, et c'est ça qui m'avait frappé le plus, puisque moi j'étais venue parce que je pensais qu'il était libre. Que c'était quelqu'un qui était libre, et du fait qu'il était libre, il souhaitait rendre la liberté à tous les autres. En fait, c'est quelqu'un qui veut être libre en confisquant la liberté à tous les autres. Parce que sa liberté, il la revendique tout le temps. Il dit, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, voilà. Donc ça, c'est vrai. Mais en la confisquant effectivement à tous les autres. Et le problème, c'est qu'il est... là, c'est un peu de la psychanalyse, mais il est effectivement persuadé qu'il sait. Voilà, ça c'est sûr. Comme Alexis Colère, comme ces personnes, quand vous parlez avec ces personnes, souvent je prends le film Matrix, c'est parce qu'en fait, sincèrement, c'est que vous avez l'impression de parler à une matrice, à un programme informatique. Il est dans la matrice. Il ne vous écoute pas. C'est comme si vous disiez parler à un programme informatique ou parler à un mur. Mais pourtant, alors c'est étonnant parce que tous disent de Macron que quand il est en face de vous, il n'y a que vous qui existez. Enfin, quand il fait son opération séduction et il vous écoute, et c'est tout juste, il prend pas des notes et on dit ah là là, j'ai vu Macron, c'est formidable. Il écoute tout ce que je dis. Quel homme extraordinaire. Oui. Ce qui est vrai, puisque moi je me suis fait aussi avoir pour ça, c'est qu'il va avoir cette posture.
mais ensuite, il n'en fait absolument rien. C'est-à-dire, je suis effectivement la personne la plus importante à ce moment-là, mais il n'en fera jamais rien. Parce que là, c'est vraiment, je dis, une matrice. On peut lui parler, rien ne passe. Et je pense que ça correspond à ce qu'il est profondément. C'est-à-dire qu'à sa décharge, c'est un peu comme un algorithme, parce que souvent les gens sont fascinés par lui intellectuellement. Et je dis, bah oui, mais en fait, c'est comme si vous me disiez que vous étiez fasciné par un algorithme. Un algorithme, ça peut réciter une encyclopédie par cœur, ça peut répondre à toutes les questions. Mais ça n'a pas de modération humaine. Mais alors, comment vous expliquez, vous qui l'avez quand même connu et côtoyé? Moi, ça m'a frappé, je ne suis pas le seul, quand il a donné cet entretien aux Parisiens, qui a été lu et relu et corrigé. Et quand il dit, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, et il a dit, en place, ce n'est pas vraiment un citoyen, quelqu'un qui est responsable n'est pas un citoyen. Quand même des choses assez fortes pour un président de la République, même d'ailleurs pour un député. Comment vous expliquez ça? Il va jusqu'à la rupture en disant, moi, c'est comme ça, et voilà. Mais parce que, au moment où il dit ça, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis le début du mandat, en tout cas à partir des Gilets jaunes, quand il s'est rendu compte qu'il a dit lui-même cette phrase, quand la défiance a commencé à s'installer, c'est irrémédiable. Quand il comprend ça, il ne cherche plus à rassembler, il ne cherche plus à réconcilier. Et au contraire, il se dit, sa stratégie électorale devient, je dois renforcer mon noyau dur pour qu'effectivement passer le premier tour et me retrouver en face de Marine Le Pen. Donc à ce moment-là, il a décidé de cliver. Donc quand on se retrouve à la fin effectivement du mandat avec le vacciné contre non vacciné, en fait il est dans sa stratégie électorale. Sa stratégie électorale, c'est de dire je vais faire plaisir aux vaccinés qui sont beaucoup plus nombreux, qui vont être rassurés puisque d'ailleurs je fais passer les non vaccinés pour de dangereux, pour ceux qui vont qui vont être responsables de la mort des autres. Dans la nature humaine, j'allais dire le garde-fou, le fait de se limiter, de s'auto-limiter n'est pas naturel. Donc si effectivement il n'y a pas un process qui oblige à s'infliger des garde-fous soi-même, ça va pas aller. Donc on nomme des gens soit qui effectivement ne sont pas compétents parce que... Alors voilà, ça c'est un trait qui revient. Ouais. C'est-à-dire que on vous choisit, par exemple dans La République en marche, il y avait au moins une centaine de députés, chaque fois on les traite assez mal, mais il y avait une centaine de députés qui étaient intéressants. Mais dès qu'effectivement, ce qui s'est passé dès le départ, c'est que tout député qui était un peu intéressant parce qu'il avait une expérience ou un savoir, c'était surtout celui à qui on ne donnait pas la responsabilité. Ah oui, parce que c'est pas pratique. Il pouvait faire de l'ombre. C'est quoi? Il faut faire de l'ombre. Si vous voulez faire passer vos idées. Oui. Et vous avez besoin de gens qui surtout ne connaissent pas grand-chose, parce que si les gens connaissent, c'est un peu ça dérange. Donc ça a été systématiquement organisé. Alors on appelait ça l'ancien monde, c'est-à-dire que dès que vous disiez moi je sais peut-être un peu des choses, ça ne veut pas dire j'ai raison sur tout. Oh mais c'est l'ancien monde. Il a dit soyez fiers d'être des amateurs. Voilà, exactement. Magnifique. Mais quand on dit ça, ça veut dire je préfère avoir des gens qui sont... On vient vous chercher pour ce que vous êtes, parce que ça fait bien dans le casting, et après on vous demande de ne plus être ce que vous êtes. Et pour aller, juste pour réexpliquer pourquoi les députés En Marche ont été jusqu'à la fin, ont suivi jusqu'à la fin, et où là vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça, une fois que le président qui a été réélu, qui ne se représente pas, qui n'essaye pas de se représenter, c'est parce que, en fait, ce qui a été dramatique, c'est que le dernier contre-pouvoir qui pouvait exister était celui du risque d'alternance. Mais ce risque d'alternance a très vite disparu, puisqu'il n'y avait pas d'alternative. Donc à ce moment-là, moi je voyais le nombre de députés En Marche qui pensaient comme moi, mais qui me disaient, oui mais tu sais, on reste là parce que... alors c'est comme des moules collées au rocher, là, en se disant de toute façon il va être élu, autant être là. Et passionné par ce que vous venez de dire, là, je vous écoute avec grand plaisir. Moi je voudrais, plus qu'une question, je voudrais ajouter au fond à votre témoignage... Plusieurs personnes nous avaient alerté sur finalement le comportement et à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je pense le premier moi que j'ai entendu c'était le psy italien Adriano Segatori. Bon, on l'a tout de suite disqualifié parce qu'on a dit qu'il était d'extrême droite. Le second, c'est moi j'ai lu François Ruffin dans le bouquin Ce pays que tu ne connais pas. Lui, il le connaît parce qu'il est du même pays, d'Amiens, et il a expliqué son ascension absolument irrépressible vers le pouvoir. Et lui
il est peut-être disqualifié parce qu'il est d'extrême gauche. Après, il y a eu Davet et Loeb dans un bouquin que j'ai pas encore lu, mais qui ont un point de vue de journaliste. Et vous avez le point de vue de l'intérieur. Je vois que tout ça finalement se corrobore. Et quand vous dites que les gens qui dirigent, finalement, ils ont un peu l'empathie d'un algorithme, j'ai adoré, quoi. Je veux dire que ça fait. Le seul problème, c'est que je suis comme vous inquiet parce que j'ai peur qu'effectivement la France soit comme le Titanic, quoi. C'est-à-dire qu'il nous mène droit dans l'iceberg. Et en fait, je crois que Macron n'aime pas la France, n'aime pas les Français. Il s'aime, il aime l'Europe, il aime le monde. Voilà. Merci Claude. Sur l'algorithme, je voulais vraiment, je vais jusqu'au bout de la métaphore parce que c'est pas qu'une opinion. Emmanuel Macron, parce que j'ai quand même eu des échanges avec lui et sincèrement, j'appréciais aussi au début et c'est pour ça que je lui disais tout pour qu'il ne puisse se rendre compte que j'étais loyale. Mais je me suis rendu compte qu'il ne comprenait pas parce qu'il a un problème d'empathie, il a un problème de compétence sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça compétence sociale. Voilà, j'appelle ça compétence sociale parce que c'est compliqué de le définir, mais c'est de dire que on voit qu'il est très intelligent comme un algorithme, mais un algorithme ne fonctionne pas s'il n'y a pas de modération humaine. Lui, c'est comme s'il y avait ça qui me manquait, qui faisait que quand il doit trouver la réponse à un problème, il ne va pas la trouver. Parce qu'un algorithme ne peut pas trouver tout seul la réponse à un problème. Et quand vous avez plusieurs fois Emmanuel Macron qui dit au moment du grand débat, je viens de découvrir, parce qu'il le dit comme ça, je viens de me rendre compte qu'il y a des femmes célibataires qui ont des problèmes. À chaque fois, c'est quand lui commence à se rendre compte de quelque chose que ça devient une réalité. Ça rentre dans ça rentre. Ouais. Donc, j'allais dire, c'est pour ça que je dis à sa décharge. C'est-à-dire, il ne comprend pas, et je lui ai dit ça. Quand on est déconnecté, on ne sait pas qu'on est déconnecté. Et donc, il ne peut pas apporter des solutions pertinentes parce que, comme l'a très bien dit Sandrine, s'il n'y a pas ce quelque chose qui vous relie aux autres et qui vous faire prendre la bonne décision, vous ne pouvez pas la prendre. Si on continue, la justice, on sait aussi, pour montrer réellement qu'il y a... moi, je ne souhaite pas parler de... certaines personnes utilisent les mots dictature ou autre. De toute façon, dès qu'on dit ça, plus personne vous écoute. Donc, moi, ce que j'essaie de dire juste, c'est qu'on n'est pas du tout on est dans une démocratie abîmée et certainement pas avancée, surtout quand on se compare à d'autres démocraties, que ce soit en Europe ou ailleurs. La justice, donc, on sait qu'elle n'est pas indépendante. Donc, par essence, il y a un certain nombre d'affaires. Les affaires sont classées, etc. Il y a 2 poids 2 mesures. Donc ça, c'est la réalité absolue, et je pense que tout le monde le sait. Ensuite, elle n'a pas obligatoirement les moyens. Donc, elle n'a pas les moyens non plus de faire complètement son travail. Ensuite, le troisième pouvoir, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. Je pense que tout le monde a compris, c'était déjà le cas avec Nicolas Sarkozy, mais encore plus maintenant, que les ministres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, tout est décidé ailleurs. Donc nous avons... Enfin, tout est décidé à l'Élysée, quoi. Tout est décidé à l'Élysée. Donc nous avons 3 pouvoirs, soi-disant séparés, qui n'ont pas de pouvoir. Et ensuite, il y a un autre endroit... J'aurais aimé interviewer M. Montesquieu, mais il n'est pas disponible. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, séparation des pouvoirs, c'est vrai qu'ils sont séparés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, ils sont séparés. Oui, sauf que ils n'ont rien. Mais en gros, ils n'ont pas de pouvoir. En revanche, tout d'un coup, il y a un endroit qui s'appelle l'Élysée. Et toute la substance se déplace donc vers cet endroit-là qui s'appelle l'Élysée, président de la République. Donc, et l'Élysée, c'est quoi ? Parce que c'est une espèce à la fois de vide juridique, je trouve. L'Élysée, c'est un endroit où effectivement la Constitution dit que le président de la République est irresponsable et qu'il a le droit de dissolution. Donc, nous avons un endroit où tout le pouvoir s'est concentré et où celui qui l'exerce est irresponsable. On ne peut pas lui Est-ce que dans la société, il y a un endroit où quand vous concentrez du pouvoir, vous êtes irresponsable ? Non. Donc nous, on est là, et ça c'est la réalité, tous les pouvoirs, puisque on voit bien que le pouvoir du Parlement n'existe pas, on voit bien que le pouvoir des ministres n'existe pas, on voit bien que le pouvoir de la justice n'existe pas, et que le pouvoir est à cet endroit-là. Tant que des gens qui ont tout ce pouvoir n'ont pas de garde-fou et sont irresponsables, ça ne peut pas aller, c'est même pas un problème de droite ou de gauche. Puisque, en fait, son intérêt, c'est la conflictualité, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, il le répète lui et ses ministres, c'est, quand il parle de Jean-Luc Mélenchon d'un côté ou de Marine Le Pen de l'autre, il les décrit comme des monstres. Donc, en gros, c'est, moi, je suis la démocratie,
Et tout le reste n'est pas la démocratie, donc vous ne pouvez voter que pour moi. Bonjour Madame Dumas, je crois. Oui, merci. Voilà, donc j'ai été très intéressée par tout ce que vous avez raconté. Je vais peut-être même acheter votre livre. Il faut. Parce que moi, en fait, ce que je ressens, je vais essayer de le dire vite. Oui. Ce que je ressens depuis 5 ans, c'est que tout est anormal depuis qu'on vit sous le gouvernement de Macron. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions outrancières, autoritaires. Vivre le secret défense pendant une pandémie, c'est anormal. Dire de son peuple qu'il a envie de l'emmerder, c'est anormal. Moi, je me demande si ça relèverait pas de la psychiatrie, carrément. Et puis, je vais vous lire une phrase qu'il a dit en 2018, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne suis pas l'enfant naturel du temps calme en politique, je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. C'est une brute pour moi. Voilà, c'est une brute, c'est pas un président, c'est une brute. Voilà. Et on va se faner la brute encore 5 ans. Voilà. On peut pas gouverner un pays comme ça. On peut pas. C'est soit on crée de l'unification et quand on fait ça, on s'occupe de tout le monde. Soit, quand on désunit, on n'est pas président de la République. Voilà. D'accord. Frédéric Dumas. Écoutez, quand même, moi, je partage assez ce que vous dites parce que vous avez ressenti ça, cette oppression, mais quand on est député, on la ressent vraiment. On est heurté au plus profond de soi-même par des comportements et des postures. Blessé. Oui, vraiment. Oui. Et le problème, c'est que que ça soit la droite ou la gauche qui soit au pouvoir, on est d'accord ou pas d'accord. Bon, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Là, pendant 5 ans, j'ai été heurtée. Blessé, effectivement, comme vous le dites, vous avez cette phrase, parce que c'est bien que vous ayez donné cette phrase, parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il dit les choses, il les assume, et ça passe. C'est-à-dire qu'il a compris que plus il allait loin, et plus ça passait, et ça devient un peu indolore, plus personne ne voit les choses. Quand pendant la crise sanitaire, il a fait une vidéo, une visio avec le monde de la culture. Il a osé, par exemple, prononcer, il a parlé de chevaucher le tigre, plus ou moins. Et quand on regarde, c'est le titre c'est presque le titre d'un ouvrage d'un écrivain penseur italien des années 60, fasciste, qui dit ce penseur est contre la démocratie. Donc en fait, il ose, il est devant avec des gens de la culture et il ose parce que c'est tout le temps quelqu'un qui ose. Oui, il avait fait une grande conférence à l'Élysée. Oui, il provoque. Bon là, il nous a dit non, mais il nous avait fait Robinson Crusoe, aller chercher le jambon et le fromage, et sa grande invention, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs heures d'intervention, j'allais dire donc algorithmique, et ensuite à la fin, c'est quoi la proposition? La proposition qui sort à la fin pour régler le problème de la culture, c'est d'envoyer des artistes pendant l'été dans les colonies de vacances. C'est-à-dire tout ça pour ça. Et madame, vous avez raison, c'est que je pense que c'est quelqu'un de très brutal, et je l'ai dit, d'une grande duplicité. Vous avez vu ce qu'il avait fait par exemple avec les journalistes du Monde, en leur faisant croire qu'il était en train de les aider alors qu'ils travaillaient pour la concurrence. Donc cette duplicité, cette brutalité, effectivement, elle est difficile, et quelqu'un qui dit les gens qui ne sont rien, dans une gare, on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien. Ça veut bien dire. Donc, je rentrerai pas j'allais dire l'analyse clinique. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Il n'a pas de compétences sociales. C'est-à-dire, il ne ressent pas l'autre. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Je l'ai rencontré en 2017 à l'Élysée, juste après son élection présidentielle. Et il nous reçoit à l'Élysée pour une loi très particulière qui s'appelle, le projet de loi s'appelle projet de loi SILT. Ce projet de loi a pour vocation de pérenniser l'état d'urgence sécuritaire qui dure à cette époque-là depuis près de 2 ans. Emmanuel Macron nous reçoit dans le salon vert de l'Élysée. On est plusieurs organisations, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le syndicat de la magistrature, etc. Et on lui explique, Monsieur le Président, il ne faut pas pérenniser les mesures de l'état d'urgence et faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis on comprend assez rapidement qu'il n'est pas là pour nous écouter et qu'il va faire passer son projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qu'on est là uniquement pour la galerie. Et à un moment, je prends la parole. Effectivement,
je lui dis écoutez, monsieur le président, nous on a une difficulté, c'est que l'état d'urgence, ça va éroder le droit commun et vous ne pouvez pas faire rentrer ces mesures liberticides dans le droit commun parce que ça va détruire progressivement l'état de droit. Il me répond une phrase assez bizarre. Il me parle de Carl Schmitt, qui est objectivement un grand constitutionnaliste, puisqu'il connaissait très bien son histoire et le droit constitutionnel, et qui, juste avant la Seconde Guerre mondiale, va finalement ériger une philosophie, une théorie de la dictature, en pensant que la dictature de commissaire est le meilleur type de gouvernement qui soit. Donc je suis un peu étonné. Moi, je lui parle d'un autre philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est le spécialiste de l'état d'urgence. Et ça commence à s'échauffer, et à un moment, il prend la parole et il me fait « Je suis le président ». On est tous un petit peu atterrés, sidérés. Ça se passe, ça se termine, on sort du salon vert, il nous attend pour nous serrer la main, il nous serre la main respectivement et respectueusement, et il me regarde dans les yeux en me serrant la main, et il me parle en allemand. Des gens à côté me disent il t'a cité Carl Schmitt en allemand. Et il t'a cité la phrase de Carl Schmitt qui est « C'est le souverain qui décide de l'état d'exception ». Mais en allemand. Ça m'a fait un petit peu froid dans le dos pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui connaît Carl Schmitt en allemand et qui est inspiré par Carl Schmitt, ça montre une forme de vision de la démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie puisque c'est une vision extrêmement centralisée, presque dictatoriale. Je vous raconte tout ça parce que à ce moment-là, j'ai compris que celui qui se présentait avec des habits de libéral n'en était pas un. Emmanuel Macron n'est pas qu'un simple président de la République. Emmanuel Macron, c'est celui qui aura permis, peut-être volontairement, et c'est mon intuition profonde, de faire advenir l'extrême droite, cette extrême droite qui n'a qu'une seule ambition, détruire la République. Alors oui, Emmanuel Macron est le précurseur de la destruction de la République. Il était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'il voudrait nous baiser. Je crois qu'il voudrait nous baiser. Du pognon pour les plus riches, ça y en a, ça y en a. Du pognon pour les plus riches, c'est dans nos poches qui vient le voler. C'est dans nos poches qui vient le voler. Cheminots et étudiants, infirmières, aides-soignants. Cheminots et étudiants, c'est dans l'union qu'il faut lutter, c'est dans l'union qu'il faut lutter. De Dunkerque jusqu'à Marseille, des manifs, des blocages. De Bordeaux jusqu'à Strasbourg, Macron va t'en faire baver. Macron va t'en faire baver. Tous les riens sont dans la rue, illettrés, fainéants.